Je vous propose de débuter ce séminaire, enfin ce webinaire plutôt. Donc bonjour et bienvenue au Conseil régional. Je suis Nadia Rouage pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directrice de la santé. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire qui a pour objet de vous présenter notre second appel à projet FEDER que nous avons lancé le 16 décembre dernier dans le cadre du PO 21-27 et qui a pour objectif de participer au financement d'actions en faveur de l'amélioration de l'offre des services publics dans le champ sanitaire et médico-social. Un petit retour rapide sur notre première édition de l'appel à projet qu'on a lancé en 2023. Il y avait deux catégories. Une qui concernait le soutien à l'aménagement des structures d'exercice coordonné et l'autre, les projets innovants en matière sanitaire et médico-sociale. Donc cet appel à projet nous a permis en fait de recueillir 14 projets. Donc 14 projets ont été déposés, 10 ont été sélectionnés par notre comité de sélection qui était composé de représentants de la région, de la FEMAS, de l'URPS ML, de l'ARS, de conseils départementaux. Donc l'enveloppe n'ayant pas été complètement consommée, nous avions une enveloppe de 10 millions d'euros pour accompagner ce type de projet, nous permet en fait de reconduire cet appel à projet que nous avons revu sur certains aspects. C'est pourquoi on se présentait. Donc ce webinaire sera organisé en deux parties. Donc une première partie qui nous permettra de revoir le cadre général dans lequel se situe notre appel à projet. Notre collègue de la direction Europe, Madame Margot Molenda-Pruvot, fera cette présentation. Et le second nous permettra en fait de vous présenter le cadrage de notre appel à projet qui sera présenté par mes collaborateurs ici présents, donc Monsieur Alexis Ferreira et Monsieur Frédéric Autain. Donc, Monsieur Alexis Ferreira sera également votre référent pour toutes les questions que vous aurez à poser à l'issue de ce séminaire. Madame Sarah Koumemba, qui est présente avec nous, qui est chargée de mission à la direction de la santé. Elle est en charge du dispositif de droit commun de soutien aux structures d'exercice coordonné, prendra en charge vos questions sur le chat. Également est présente avec nous Madame Corbani, qui est responsable du service organisation offre de soins. Donc les coordonnées génériques de chacun vous seront transmises en fin de diaporama. Celles-ci vous permettront de les contacter facilement à europe-descend@hautefrance.fr. Quelques consignes, informations avant de débuter ce séminaire. Donc, je vous demanderai de couper vos micros afin que la communication soit la plus qualitative. Ce webinaire sera filmé et mis à disposition de tous sur le site Europe en Hauts-de-France, dont le lien sera également indiqué en fin de diaporama. Donc, pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas être filmés, je vous demande de couper votre caméra. Je tenais à vous rappeler également que ce webinaire n'a pas pour objet de traiter de l'éligibilité de vos projets, mais d'une présentation du cadre dans lequel vous pourrez déposer vos candidatures. Je sais que toute présentation suscite des questionnements et des demandes de précision, mais pour le bon déroulé de ce webinaire, et comme nous sommes nombreux, je vous demanderai d'attendre la fin du diaporama pour poser vos questions ou alors de vous exprimer sur le chat et nous y répondrons en fin de présentation ou par écrit si le temps ne nous le permet pas. Une foire aux questions sera disponible sur le site Hauts-de-France, sur le site Europe en Hauts-de-France. Et enfin, à l'issue de cette présentation, vous aurez un questionnaire de satisfaction auquel nous vous demanderons de répondre. Et pour votre confort, cette présentation sera transmise ainsi que les liens nécessaires pour accéder aux ressources que chacun pourra relayer à son niveau. Et je pense principalement aux têtes de réseau et aux institutions qui sont connectées ce jour. Je vous remercie par avance pour votre attention et vous souhaite un bon séminaire. Je laisse la parole à Margot. Oui, bonjour tout le monde. Donc c'est vrai qu'avant de rentrer dans le vif de l'appel à projet, je vais vous refaire un petit topo sur le FEDER et sur le programme régional dans lequel s'inscrit l'appel à projet. On peut changer. Voilà. Donc pour rappel, l'appel à projet s'inscrit dans le programme régional FEDER FSE+ FTJ des Hauts-de-France 2021-2027, qui a une enveloppe à peu près de 1,36 milliard d'euros, avec un montant FEDER dédié de plus de 800 millions d'euros.
Et on s'inscrit ici pour l'appel à projet dans l'objectif 5 que vous pouvez voir dans le camembert, donc une Europe plus proche des citoyens pour un montant d'un peu plus de 130 millions d'euros. On peut rechanger la slide, s'il vous plaît. Oui, super. Donc là, vous voyez une autre représentation schématique, mais tout ça pour vous dire que donc l'appel à projet situe bien donc, dans l'OS 5 tout à droite, une Europe plus proche des citoyens, dans la priorité 7 et dans l'objectif spécifique 5.2. Juste pour vous dire comment cet OS aussi a été construit, pour vous faire un peu un rappel, ça part vraiment du besoin des territoires, et notamment des territoires ruraux. Et donc voilà, la question des équipements de santé dans les territoires ruraux semblait assez prioritaire pour notre territoire. Donc c'est pour ça qu'on a une mesure dans cet objectif stratégique 5 et cet appel à projet donc, qui va être vous présenter aujourd'hui. Et donc voilà, pour bien vous redonner les intitulés si vous voulez. Donc l'appel à projet s'inscrit bien donc, dans l'objectif stratégique 5, priorité 7, contribution au développement d'une approche intégrée, durable et solidaire. L'objectif spécifique 5.2, donc encourager le développement local, social, économique et environnemental intégré et inclusif, ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines. Donc nous, en Hauts-de-France, on a plutôt choisi de définir ailleurs que dans les zones urbaines en zone rurale. Et on est bien dans le type d'action 1, amélioration de l'offre de services publics dans les domaines de la santé à travers le financement d'équipements publics. Et vous pouvez retrouver plus d'informations et de manière générale des informations sur le montage de projets européens dans le document de mise en œuvre. C'est le lien qui est tout en bas et plus particulièrement la fiche action dédiée pour l'appel à projet et à la page 214 de ce document. Donc maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec la présentation de l'appel à projet. Pour répondre du coup, voilà, pour soutenir l'amélioration de l'offre de services publics dans les domaines de la santé, il y a donc deux catégories qui ont été mises en place. Il y a une première catégorie qui concerne donc la création, l'extension ou la réhabilitation de structures d'exercice coordonné en milieu rural et en zone sous-dotée en offre de soins. Et ensuite une catégorie 2 qui est plus dédiée aux structures sanitaires et médico-sociales qui apportent des réponses innovantes en milieu rural. Donc, on va décrire un peu plus la catégorie 1, pardon. Donc, les demandes de subventions concernent donc la création, l'extension ou la réhabilitation de structures d'exercice coordonné en milieu rural et en zone sous-dotée en offre de soins. Le projet, pour cela, doit s'inscrire aussi dans le maillage territorial, en répondant à l'organisation de territoire de l'offre de soins dans le cadre de la CPTS, donc du territoire si elle existe. L'opération, il est important de le noter, peut inclure l'aménagement de logements à destination des professionnels de santé, des étudiants. Et en plus des porteurs publics, cette catégorie a la particularité d'être également ouverte aux porteurs de projets privés, notamment SCI, CISA. La catégorie 2, du coup, concerne, comme j'ai pu le citer plus haut, donc plutôt les structures sanitaires et médico-sociales, qui apportent des réponses innovantes en milieu rural. Pour cela, l'opération bâtimentaire doit relever du champ sanitaire et médico-social, doit répondre à un besoin identifié de l'organisation de l'offre sanitaire et médico-sociale, et l'opération doit être en cohérence, là aussi, avec le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics, ainsi que des schémas stratégiques en fonction de son objet. Alors sur la catégorie 2, une des difficultés, un des écueils qu'on avait rencontrés lors du premier appel à projet, c'était la définition précise du caractère innovant des différents projets qui sont menés dans ce registre médico-social. Et donc l'idée, c'était de clarifier un peu les choses dans le lancement de ce deuxième appel à projet pour essayer d'expliciter un peu plus nos attendus par rapport à ça. Alors par définition, l'innovation, on ne peut pas le définir de manière très claire, de manière très structurée, puisqu'on laisse justement la possibilité de proposer des réponses originales, un peu différentes de ce qui existe. On a essayé quand même de donner un peu quelques orientations des attendus. Donc le premier attendu, ça serait de travailler sur le développement de nouveaux services, donc de choses voilà, qui sont un peu différentes de ce qui existe à l'heure actuelle en termes de réponse aux besoins de la population, notamment à travers la création, par exemple, d'espaces de dialogue, d'espaces de rencontre,
de tiers-lieux, d'espaces d'échange, qui soient un espace de médiation, interface entre les professionnels de santé d'une part et du coup les patients accompagnés ou leurs familles pour essayer de trouver en fait voilà, une intermédiation qui peut être mise en place dans ce cadre-là. Le deuxième sujet qu'on avait identifié, c'est des alternatives à des prises en charge on va dire plus classiques qui existent, par exemple des réflexions sur des prises en charge plus rapides, plus opérantes, en ambulatoire, de réfléchir sur des approches de type parcours, de parcours sensoriel, etc., qui permettraient en fait de trouver des formes de réponses voilà, un peu différentes de ce qui se fait de manière classique et de manière traditionnelle. Et la troisième approche qu'on avait identifiée, c'est de réfléchir, parce que dans le secteur médico-social, on a souvent des difficultés de cloisonnement dans les prises en charge, où on accompagne en fait un type de public bien spécifique, et en réalité, il y a des prises en charge qui sont plus complexes et qui nécessitent en fait de croiser un petit peu les approches sur des publics qui ont différents types de difficultés. À titre d'exemple, le handicap chez les personnes âgées, donc le vieillissement du public adulte handicapé et qui a des difficultés liées au vieillissement et donc qui doit être pris en compte, donc en prenant en compte les deux caractères, et également la question de la prise en charge du handicap enfant-adulte et des prises en charge complémentaires qui doivent associer par exemple des questions de troubles de comportement, de troubles de neurodéveloppement, des choses comme ça, et qui sont toujours compliquées, puisqu'en fait on cumule ces différentes difficultés, de trouver en fait la bonne prise en charge, et donc de réfléchir du coup à des réponses un peu innovantes, un peu alternatives qui pourraient être mises en place. Alors là c'est ce qu'on avait entendu, bien entendu ça reste ouvert, la définition d'innovation par rapport aux propositions qui pourraient être formulées. Par contre ça n'est pas une réponse de densification de l'offre médico-sociale qu'on connaît traditionnellement. On a eu plutôt ce type de réponse lors du premier appel à projet. On voulait offrir une nouvelle offre, mais très voilà, traditionnelle par rapport au médico-social. Donc on veut essayer d'être plutôt dans un registre différent. Alors sur les différentes du coup, approches, sur les deux catégories, il y a des traits communs. Donc le premier trait, c'est qu'on est sur nécessairement un projet bâtimentaire. Et donc le projet bâtimentaire peut être complété par des acquisitions de différents types d'équipements qui peuvent être du coup proposés pour venir apporter des réponses. Alors les réponses doivent être du coup répondre aux objectifs bien évidemment de la structure. Donc c'est-à-dire si vous avez par exemple, je sais pas, une dimension dentaire, ophtalmologique, les équipements doivent répondre à ces prises en charge là. Elle doit du coup améliorer ou moderniser du coup l'offre qui existe actuellement du coup dans le centre de santé ou la structure médico-sociale qui est mise en place. Et elle doit répondre du coup à des problématiques nouvelles qui apparaissent où les solutions en termes d'équipement en fait proposent des prises en charge à valeur ajoutée par rapport à l'existant qui a été déjà mis en place. Elle doit aussi du coup justifier la réponse en termes d'offres de santé voilà, sur le territoire régional pour étoffer un peu la palette de réponses par rapport aux équipements complémentaires qui sont proposés. Donc ça c'est dans la limite de 3 types d'équipements par projet du coup de structure et qui vient compléter, qui vient renforcer du coup l'assiette d'éligibilité et des dépenses qu'on peut prendre en charge dans le cadre de l'appel à projet FEDER. Donc ces utilisations doivent répondre bien sûr à des consultations diagnostiques ou thérapeutiques voilà, pour pouvoir apporter voilà, différents types de réponses. De la même manière, comme on voulait aussi clarifier les choses dans l'appel à projet, on a relisté alors une liste qui n'est pas exhaustive de types d'équipements qui seraient éligibles, donc qui relèvent par exemple tout ce qui est équipement de type radiologie, imagerie médicale, donc les échographes, les panoramiques dentaires, les rétinographes pour l'ophtalmologie, etc. Des équipements, tous les équipements de contrôle, de monitoring, notamment sur les filières cardiovasculaires avec tout ce qui est électrocardiogramme, échodoppler, des choses qui permettent effectivement de suivre et de monitorer du coup les patients qui sont suivis. Des équipements spécialisés, puisque voilà, il peut y avoir des centres avec des consultations spécialisées sur certains domaines, type dentaire, gynécologique, ou pour les professionnels paramédicaux. Donc on a, bien sûr, les équipements ne sont pas que médicaux, ils peuvent être aussi pour les professionnels paramédicaux, des structures type kiné, orthoptiste, psychomotes, etc. Et donc proposer effectivement ces offres de réponse
pour garantir une meilleure qualité de prise en charge et qualité de confort pour les patients. Et également, toute la filière rééducation, récupération, qui permet d'accélérer la qualité de la prise en charge, ou des réflexions de type équipement sensoriel type Snozelen sur le développement et l'accompagnement à travers des parcours qui développent les différents sens en termes de toucher, en termes de qualité, d'accompagnement global de la personne. On est sur ce registre d'équipement. Là, toujours la même manière que sur l'innovation, on n'est pas sur quelque chose de fermé. Là, on vous donne des indications sur les typologies d'équipements. Bien évidemment, d'autres équipements pourraient être éligibles au cas échéant. Alors, comment on a défini ce qui était éligible? On a essayé aussi de définir, pour éviter d'avoir ce registre de projets, les projets qui clairement ne sont pas éligibles. Alors, comme on est sur des approches de type pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, les propositions purement sur un cabinet médical ou de regroupement de paramédicaux ne sont pas éligibles, puisqu'on perd le caractère pluridisciplinaire de la démarche. Les réflexions en termes de mobilité, elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas éligibles dans l'appel à projet, parce qu'on est le socle, même si on a des équipements, c'est le projet bâtimentaire. Et donc tout ce qui est mobile, donc les équipements roulants, les véhicules, etc., aménagés, etc., ne sont pas éligibles dans le cadre de cet appel à projet. Voilà, dans le cadre du FEDER. Et donc de la même manière, différents types de bâtiments qui relèvent des missions directement, par exemple, des communes dans le cadre des maisons de quartier, ou des compétences du département, type les maisons de solidarité, des choses comme ça, du département du Nord, ou sur d'autres dynamiques qui peuvent exister dans différents départements, ne sont pas directement éligibles. De la même manière, toutes les maisons de services publics, type Maison France Service ou les maisons de service au public, ne sont pas directement éligibles, même s'ils ont une composante qui relève de l'accès aux soins dans leur offre de service ou dans leur accompagnement qui est proposé. Voilà, parce qu'on est sur des réponses qui relèvent d'autres institutions, d'autres démarches qui ne sont pas éligibles au titre du FEDER. Sur les périmètres et les plafonds d'éligibilité, on a aussi essayé de le clarifier. Alors, ce n'est pas lié directement au statut, même si souvent c'est lié. En fait, on a lié les plafonds de financement à la soumission ou non à la commande publique. Et donc, les acteurs soumis à la commande publique, qui sont principalement les collectivités territoriales, mais d'autres acteurs qui ne seraient pas soumis pourraient être aussi éligibles à ce taux, ont un plafond d'intervention de 70%. Il n'y a pas de plafond financier, donc le montant en tant que tel n'est pas plafonné. Par contre, le taux est plafonné à 70% pour ces acteurs-là et à 50% pour les acteurs qui ne sont pas soumis à la commande publique, sachant qu'on a intégré aussi un deuxième critère qui est la prise en compte d'une certaine ambition dans la qualité du projet bâtimentaire, à savoir du coup l'intégration d'un critère troisième révolution industrielle qui nous amène en fait à avoir une réflexion sur les formes de labellisation, sur notamment la performance énergétique des bâtiments. Et donc on a repris en fait des critères de labellisation. Donc il y a 4 labels proposés qui sont repris dans l'appel à projet, notamment la conformité à la réglementation thermique et énergétique 2020 pour tout ce qui est construction dans le neuf, donc qui est obligatoire d'une façon dans la construction en neuve pour pouvoir atteindre qu'il y a déjà un très bon niveau de performance énergétique, et l'obtention d'un autre type de label, type BBC rénovation, donc un gain de 40% par rapport à la rénovation traditionnelle, ou d'autres types de labels bas carbone ou biosourcés. L'obtention de ce label permet en fait d'atteindre ces plafonds de financement, donc de 70 à 50%. Dans le cas où ça ne serait pas atteint, le taux est minoré à 60% dans le neuf, pour les acteurs soumis à la commande publique, et 40% pour les acteurs non soumis à la commande publique. C'est un critère de modulation qui est important. On est toujours dans l'enveloppe disponible de 10 millions d'euros. C'est fongible, donc c'est pas 10 millions d'euros pour une catégorie ou pour une autre, c'est pour les 2 catégories, et c'est sur l'ensemble de la période, sachant qu'on a prévu a priori de pouvoir accompagner tous les acteurs sur les 2 appels à projets, le premier qui a été lancé, qui a été rappelé en début de propos, et le deuxième qui est en cours de lancement, avec le calendrier et les exigences que Alexis va ensuite rappeler et détailler par la suite.
Donc maintenant, on va aborder les modalités de sélection et de programmation des candidatures. Donc tout d'abord, voilà une petite frise chronologique pour un peu recontextualiser. Et comme vous pouvez le constater, on est actuellement dans la phase 1, donc recevabilité des dossiers. Donc pour le rappeler, la période de candidature est ouverte depuis le 16 décembre 2024 et ce, jusqu'au 4 avril 2025 inclus. Ça, c'est la période de candidature. À l'issue de la période de candidature, il y aura donc une période, on va dire, de sélection, d'études d'éligibilité et de sélection. À la suite de cela, il y aura une notification de sélection, probablement voilà, à l'été 2025, fin juin. Et ensuite, pour les projets sélectionnés, il y aura donc la période d'instruction et du coup la programmation des projets. Donc, pour les critères d'éligibilité pour la catégorie 1, donc, pour rappel, c'est la création, l'extension ou réhabilitation de structures d'exercice coordonnées en milieu rural et en zone sous-dotée en offre de soins. Donc, les structures porteuses éligibles, comme j'avais pu déjà un peu le citer, donc il y a les porteurs, on va dire, publics et également les porteurs privés. Le zonage éligible, du coup, comme le nom l'indique, zone rurale telle que définie par l'INSEE, et les zones sous-dotées en offre de soins telles que cela a été défini par l'ARS. Et il faut que le projet, il faut qu'il y ait un projet de santé qui soit labellisé ou en cours de labellisation par l'ARS. Donc là, on peut apercevoir la cartographie des zones éligibles. Il y a un lien dédié et interactif pour vous, porteurs, tester votre éligibilité. C'est un lien qui vous sera également transmis. Donc voilà. Après, pour la catégorie 2, donc pour rappel, c'est la création, l'extension ou réhabilitation de structures sanitaires et médico-sociales apportant des réponses innovantes en milieu rural. Là, pour cette catégorie, il y a seulement les porteurs soumis à la commande publique qui sont éligibles. Et le zonage éligible, c'est les zones rurales telles que cela a été défini par l'INSEE. Ici, voilà, pareil, la cartographie du zonage éligible, avec également un lien interactif qui est à votre disposition pour tester votre éligibilité et qui vous sera transmis. Et donc là, que ce soit pour la catégorie 1 ou pour la catégorie 2, il y a un seuil de dépenses éligibles prévisionnelles obligatoire. Il faut que le projet fasse 250 000 € minimum de dépenses éligibles, donc hors taxe ou toute taxe comprise selon le régime TVA, et il n'y a pas de plafond. La période d'éligibilité de l'opération, donc point également très important, il faut que le projet ait lieu du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et les travaux ne doivent pas être terminés avant le dépôt de la demande de subvention sur e-Synergie. Donc, pour la recevabilité des candidatures, donc phase dans laquelle nous sommes actuellement, il y a plusieurs pièces à nous fournir. Alors sur le lien qui vous a été transmis, il y a un lien sur l'appel à projet. Tout en bas de ce lien, il y a plusieurs documents ressources, et notamment le dossier de candidature au format zip, qui reprend également cette liste. Donc il faut qu'il y ait une lettre d'intention, il faut qu'il y ait une description du projet, une description la plus détaillée possible, un plan de financement détaillé et équilibré de l'investissement, voilà, un projet de fonctionnement, un projet de santé, donc soit labellisé, soit en cours de labellisation, donc la labellisation de projet le cas échéant, et un calendrier prévisionnel de l'opération. Pour la catégorie 2, donc il faut une lettre d'intention, description de projet, un plan de financement, un projet de fonctionnement et également un calendrier prévisionnel de l'opération daté et signé. Donc pour l'analyse et la sélection des dossiers de candidature, à la clôture de l'appel à projet, les candidatures seront donc analysées selon plusieurs grilles de critères qui sont d'ailleurs jointes en annexe du cahier des charges. Donc il y a une grille de recevabilité et d'éligibilité des projets déposés. Donc voilà, là cette grille permettra juste de voir si le projet est éligible ou pas. Et ensuite, il y a une grille de sélection des projets déposés, donc une grille de cotation, où là, sur plusieurs items donc cités, on apportera des notes à chaque projet.
Donc là, voici quelques liens utiles et qui vous seront de toute façon également communiqués. Donc il y a un micro-site internet qui permet voilà, de tester votre éligibilité, qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà, donc c'est un micro-site qui se présente sous cette forme-là, qui est interactif et qui permet facilement et rapidement de savoir si vous êtes éligible ou pas à l'appel à projet. Donc voilà, par exemple, avec des questions assez simples, où il suffit de cliquer sur le oui ou sur le non pour savoir voilà, si vous êtes éligible ou pas. Après, donc voilà, vous pourrez le tester par vous-même. Et du coup, il y a aussi les liens interactifs qu'on pourra vous transmettre. Donc après, il y a aussi l'adresse mail générique, mais que vous avez déjà normalement. Le lien pour retrouver toutes les informations sur l'appel à projet. Ensuite, voilà, pour recontextualiser, donc là on est dans la période de candidature. Il y aura une période de sélection. Et si votre projet est sélectionné, il faudra faire un dossier, cette fois-ci, de demande de subvention sur une plateforme qui s'appelle e-Synergie. Et donc, il y a la région met régulièrement en place voilà, des formations pour vous aider, pour appréhender cet outil qui n'est pas forcément, voilà, de prime abord, forcément intuitif. Voilà, donc il y a un guide également, format PDF pour voilà, pour prendre en main cet outil. Et n'hésitez pas en tout cas à inscrire ce lien en favori pour regarder régulièrement s'il y a des dates qui pourraient vous correspondre, voilà, le cas échéant, si votre dossier est sélectionné. Merci à tous pour votre attention. Et maintenant, on va donc aborder une seconde partie où vous allez avoir la parole pour pouvoir exprimer voilà, vos interrogations et nous faire part de vos questions sur l'appel à projet. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour rédiger toutes vos questions si vous en avez sur le chat. Le chat, il se trouve sur votre droite, en bas à droite de votre écran. Il y a déjà une question qui a été posée, mais je vais peut-être laisser un peu de temps à chacun de formuler ses questions et on va y répondre très vite. On vous laisse juste quelques minutes, on revient tout de suite. Bon, on vous propose de commencer à répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Comme ça, vous avez le temps au fur et à mesure de réfléchir au sujet qui vous préoccupe. On a une première question. Alors, la première question, donc. Si une SCI porte des travaux, est-il envisageable qu'une autre entité juridique, donc une entité tierce, pardon, puisse être éligible pour l'achat d'équipements médicaux, de matériel? C'est la première question qui a été posée. Du coup, sur la réponse, dans le cadre du projet FEDER, on a une seule maîtrise d'ouvrage, donc du coup, qui serait la SCI pour la partie travaux au niveau bâtimentaire. Et c'est vrai que du coup, on peut avoir qu'un seul opérateur qui est identifié dans ce cadre-là. On ne peut pas avoir un sous-dossier qui est porté par une autre entité avec un autre statut qui soit porteur du projet de matériel. Dans ce cas-là, il faudrait rattacher l'achat de matériel directement à la SCI si vous souhaitez du coup pouvoir intégrer cette dimension dans le cadre du projet. Mais c'est pas possible d'avoir deux porteurs avec deux statuts différents
porte de dynamique, puisque comme on l'a présenté, le projet d'équipement est rattaché au projet bâtimentaire. C'est un complément, une extension du projet bâtimentaire. On ne finance pas uniquement les projets d'équipement. Alors, donc, une autre question qui concerne les dépenses éligibles. Donc, les dépenses liées aux acquisitions, donc l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, pardon, sont-elles éligibles? Alexis. Oui, c'est éligible. Alors là, ça parle aussi des acquisitions. Donc, les dépenses liées aux acquisitions. Ouais. Acquisitions bâtimentaires, par exemple. Oui, bah alors c'est 10%. Enfin, Elles quand il y a, sont- voilà, il y a l'achat de foncier, on prend en charge 10% de ce montant. Et après, donc, tout ce qui est études de maîtrise d'œuvre. Ça, c'est pris en compte, oui, c'est éligible. Très bien. Alors, donc, toujours concernant les critères d'éligibilité, donc pour la catégorie 1, alors faut-il remplir les critères de zone rurale, donc INSEE, et de zone sous-dotée, donc définis par l'ARS, ou l'un des deux zonages suffit pour être éligible? Non, c'est vraiment pour la catégorie 1, c'est vraiment, il faut être à la fois en zone rurale et en zone sous-dotée, en offre de soins telle que définie par l'ARS. Voilà, c'est des critères cumulatifs. Donc, alors, à partir du moment où nous sommes sélectionnés, peut-on engager les travaux? Oui, il n'y a pas de... Dans tous les cas, la définition de l'accompagnement financier sera dépendant de l'instruction de votre dossier. Donc, si l'opération est débutée, on ne vous donnera pas d'informations sur le montant que vous seriez susceptible d'obtenir. Il y a toujours du coup un caractère de risque aussi, parce que vous n'avez pas la décision au moment où vous engagez les choses. La rétroactivité est possible dans le cas du FEDER, alors dans la limite néanmoins que l'opération ne doit pas être terminée, achevée avec les derniers paiements, avant que nous on ait pris la décision au niveau de l'attribution des fonds européens. Les fonds européens étant toujours les derniers financeurs dans le tour de table financier si vous avez d'autres financements publics. Et sachant qu'on vient compléter jusqu'à hauteur des taux plafonds qui sont indiqués dans le cadre de l'appel à projet. Et une petite précision, vous n'allez pas recevoir de courrier qui vous autorise le démarrage des travaux, comme ça peut être le cas, par exemple, c'est ce que fait le département du Nord, par exemple. Donc, si vous engagez les travaux, la responsabilité est la vôtre. Mais vous n'allez pas recevoir un courrier qui vous autorise à démarrer les travaux. Alors, donc, je continue. Donc, cette fois-ci, ça concerne la catégorie 2. Alors, l'acquisition d'équipements médicaux de type imagerie doit-elle être obligatoirement en lien avec la construction du bâtiment? Ou bien, donc, un renouvellement de matériel pour une gamme innovante est-elle éligible? Donc, on va peut-être reprendre la première partie de la question. Donc, l'acquisition d'équipements médicaux donc, de type imagerie médicale, doit être obligatoirement en lien avec un projet de construction d'un bâtiment. Oui, tout à fait. Donc ça déjà oui. Alors, ou bien donc, le renouvellement d'un matériel pour une gamme innovante peut-elle être éligible? Donc ça concerne la catégorie 2. Que ce soit catégorie 1 ou catégorie 2, en fait, l'achat de matériel en renouvellement ou en acquisition directe de nouveaux matériels est lié au projet bâtimentaire. Voilà. Dans tous les cas, on est en configuration. Et donc, est-ce que le renouvellement de matériel d'une gamme innovante peut être éligible dans la catégorie 2? Est-ce que c'est... Oui. Ouais. Si c'est lié au projet et au projet médico-social. Très bien. Alors, donc, pour cet appel à projet, il est demandé une habilitation du projet de santé ARS pour la catégorie. En répondant à tous les critères évoqués, en faisant partie intégrante d'une CPTS, peut-on candidater? Donc, si je comprends bien la question, n'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas le cas. Là, votre question, c'est de savoir si une CPTS, donc, qui a un projet qui est labellisé par l'ARS, et qui respecte l'ensemble des critères de l'appel à projet, est-ce que la CPTS est éligible à l'appel à projet? Et donc à la catégorie 1, j'imagine. C'est bien ça? Cette question FX Masson, excusez-moi si j'ai écorché votre nom, mais n'hésitez pas à allumer votre micro si vous voulez juste nous préciser cette information, pour être sûr qu'on ait bien compris votre question concernant les CPTS. L'éligibilité des CPTS. Bon. FX, je suppose que c'est un monsieur Masson? Sinon, on y revient par la suite. Oui. Oui. Je
Je prends la question qui suit du coup et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des précisions à évoquer. Alors, l'enveloppe est de 10 millions d'euros. Il n'y aura que très peu de gros projets potentiels, bâtiments d'exercice coordonné. Donc j'imagine que la question c'est de savoir si par rapport à l'enveloppe qu'on a, donc 10 millions d'euros, est-ce qu'on va pouvoir soutenir de gros projets? Est-ce qu'il y a beaucoup de projets qu'on va pouvoir soutenir? Bah, de toute façon, il y aura déjà ça sera à l'issue de la période de sélection où on pourra avoir peut-être déjà une vision plus globale. De toute façon, on ne sélectionne pas un projet par rapport à son montant global, mais par rapport à certains critères qui ont été cités dans la grille de cotation. Et donc, ça sera surtout par rapport à ça qu'on sélectionnera des projets. Après, c'est sûr qu'il y a une volonté aussi d'être équitable et de soutenir voilà, le plus de projets possible. Donc, ça sera vraiment, là, on ne peut pas vous donner une réponse oui ou non maintenant. Ça sera malheureusement, voilà, il faudra attendre la période de sélection pour vous apporter plus de réponses par rapport à ça. Mais dans tous les cas, on répartira l'enveloppe financière dont on dispose sur l'ensemble des projets qui ont été sélectionnés. Alors, j'ai vu que Monsieur Masson, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole. Je vous laisse prendre la parole directement à voix orale. Oui, bonjour à tous. Alors, ma question concerne effectivement un projet de création d'une maison de santé, sauf que les professionnels de santé n'ont pas voulu, avoir une labellisation directe avec l'ARS, mais ce projet et la commune sur lequel ce projet se prépare est intégré dans un CPTS. Et de ce fait, par paralyse des formes, est-ce qu'on peut considérer que le fait de faire partie intégrante d'un CPTS permet de candidater? Non. Je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu brutal pour vous comme réponse, mais on a émis le souhait que ces structures d'exercice coordonné soient bien labellisées par l'ARS. Donc c'est bien une condition pour être éligible à cet appel à projet. Bon, merci. Je vous en prie, monsieur. Merci. Alors, donc je reprends le fil des questions. Alors, donc, le reste à la charge du maître d'ouvrage doit être de 30%. Donc ça, c'est une première question. Donc oui. Oui. Les loyers sont-ils pris en compte dans la détermination de l'assiette subventionnable? Merci pour vos réponses. Oui, en fait, vous allez devoir indiquer l'ensemble des recettes générées par le projet et elles seront intégrées donc, au calcul du déficit de financement qu'on va pouvoir nous définir pour identifier le montant de la subvention qu'on pourrait vous octroyer. Et le montant de ces recettes doit être identifié sur la durée d'amortissement du bien, donc un minimum de 10 ans. Alors, est-ce que le financement d'équipements utilisés dans un centre de santé polyvalent, donc un centre de santé intercommunal qui en l'occurrence est déjà ouvert, est bien possible? Comme on l'a précisé pour une autre question, l'achat d'équipement, seul l'achat d'équipement n'est pas éligible. Donc, pour pouvoir rendre éligible cette acquisition pour ce centre de santé, il faudrait qu'il y ait des travaux ou d'aménagement ou d'extension pour pouvoir prendre en compte cette dépense d'acquisition d'équipement. Alors, un aménagement type pose de cloison pour la création de 2 bureaux afin d'accueillir de nouveaux professionnels de santé au sein d'une MSP, est-il éligible? Donc là, en l'occurrence, c'est la réhabilitation, si je comprends bien, d'un bâtiment, donc pour poser des cloisons et donc mettre en place deux bureaux pour accueillir de nouveaux professionnels de santé. Alors en soi, c'est éligible, mais comme j'ai pu le préciser, il faut que le montant minimum des dépenses subventionnables soit de 250 000 €. Il faut vraiment qu'on soit dans un aspect extension. S'il s'agit uniquement de mettre une cloison dans un bâtiment existant, on ne peut pas considérer qu'il s'agisse d'une extension, puisque la capacité reste la même. Il s'agit plutôt de revoir l'organisation du bâtiment. Et vous ne répondrez pas aux critères du seuil des 250 000 € de dépenses éligibles, enfin, qui nécessitent quand même des travaux importants en termes de réalisation. Alors, excusez-moi, je vois une main levée. Je pense que c'est la main de Monsieur Masson. Je ne pense pas que ce soit une autre question. Non. Non, je reprends... voilà, super, merci. Je reprends le chat, excusez-moi.
Alors, excusez-moi, du coup, j'ai perdu. Alors, est-ce qu'un projet de... Voilà. Ça, c'est bon. Un aménagement type cloison. Alors, les projets d'ascenseur pour favoriser donc l'accès aux personnes handicapées font-ils partie des aides possibles? Également, le financement d'une cuisine thérapeutique. On est également, enfin c'est la même question que la précédente, on est sur un aménagement intérieur, même si la construction d'un ascenseur c'est lourd en termes financiers, il en demeure pas moins qu'on n'est pas dans une capacité supplémentaire, donc on n'a pas cette notion d'extension. Et donc, en l'occurrence, on ne prendra pas, c'est une proposition qui ne sera pas éligible à notre appel à projet. Peut-être si cet aménagement d'ascenseur permet de construire un R+1. Et dans ce cas-là, vous êtes sur une extension du bâtiment existant. Et dans ce cas-là, l'aménagement de l'ascenseur pourra être pris en compte. C'est ça. En fait, à chaque fois, même sur le projet et la question qui est posée sur la question de la cuisine thérapeutique, ça doit être intégré dans un projet plus global qui répond effectivement à une densification, une amélioration de l'offre de services qui est proposée aux patients de la maison de santé pluriprofessionnelle ou de la structure médico-sociale. Voilà, il ne faut pas le voir de manière dissociée, juste la question de l'ascenseur ou juste la question de la cuisine thérapeutique. Il faut l'intégrer dans une dimension globale de présentation du projet. Alors, est-ce qu'un projet MSP labellisé ARS peut-il être éligible? Oui. Oui. Est-ce que les subventions FEDER peuvent être cumulables avec d'autres subventions? PCI, département, etc. Alors oui, ça peut être cumulé, mais du coup le FEDER intervient en dernier financeur. Et ça reste à 70% maximum pour les porteurs soumis à la commande publique et 50% maximum pour les porteurs non soumis à la commande publique. Ça se cumule, mais c'est un peu les vases communicants. Si vous avez un peu une autre aide, forcément l'aide FEDER en tant que telle sera un peu diminuée. Mais tout à fait cumulable. Et aussi le FEDER intervient en dernier financeur, c'est-à-dire que nous, pour l'instruction, si vous êtes sélectionné, il faudra qu'on attende que vous ayez l'autre aide, de savoir le montant de cette aide pour ensuite nous faire l'instruction de votre dossier. Donc ça peut rallonger un peu, mais en tout cas en soi, c'est tout à fait possible. Dans l'hypothèse où vous avez 70% déjà d'aide publique, par exemple du département, de la commune, d'un EPCI, le FEDER n'interviendra pas. Donc c'est un dossier qui ne pourra pas être éligible. Et concrètement, par exemple, si vous avez 30%, je sais pas, de la commune qui finance une partie du projet, le FEDER viendra compléter jusqu'à hauteur de 50 ou 70% en fonction de si vous êtes ou pas soumis à la commande publique pour arriver à ce taux-là. Alors, une opération de construction innovante d'un EHPAD non commencée, mais ayant fait l'objet d'une première subvention donc des fonds européens. Donc là, enfin, c'est pas précisé quel fonds européen. Ah, excuse-moi, plan d'aide à l'investissement de l'ARS. C'est Ségur Santé, on est sur des Ségur Santé. Voilà, peut-elle être éligible? Ben non, en fait, on ne peut pas cumuler les différentes sources d'aide européennes. Voilà. Alors, est-ce qu'une labellisation ARS obtenue il y a quelques années pour une MSP, donc déjà existante, vaut pour un projet d'extension de cette même MSP? Donc en fait, là, la question, c'est est-ce que donc un projet de santé qui n'a pas été réactualisé, donc un projet de santé qui a été labellisé il y a plusieurs années, peut permettre à un projet d'extension actuel d'être reçu? Ben oui, si la labellisation est toujours d'actualité, il s'agit d'une extension, c'est un nouveau projet, c'est éligible à notre appel à projet. C'est éligible. Dans les pièces qu'on demande, il y a ce qu'on appelle un projet de fonctionnement qui nécessite une actualisation néanmoins du mode de fonctionnement de la structure, notamment précisant en fait les qualités, le nombre et l'organisation des professionnels de santé qui interviennent au sein de la structure. Donc ça permet aussi de toiletter, d'actualiser si votre labellisation ARS a été obtenue il y a plusieurs années, qui n'est pas remise en question, mais de préciser un peu comment vous allez fonctionner avec les professionnels en place. Et si je peux me permettre également, ce qui serait intéressant comme le projet de santé
date de quelques années. Il y a peut-être des professionnels de santé qui ont rejoint l'équipe, peut-être des protocoles qui ont été développés par la suite. C'est intéressant de le développer dans la description du projet de santé qui est demandé. Donc avec la lettre d'intention, tout à l'heure on a détaillé les pièces à joindre. C'est intéressant du coup d'apporter ces informations qui figureront pas du coup dans le projet de santé qui a été labellisé il y a plusieurs années. Juste un complément par rapport à la question qui a été posée concernant l'EHPAD et sur la source des financements européens. Peut-être rappeler aussi que cet appel à projet n'a pas pour objet de financer des EHPAD ou des établissements de santé. On est bien sur des projets de structures d'exercice coordonnés. La rénovation d'un espace entre guillemets donc assez vieillot, peinture, sol, porte, peut-il être intégré dans l'appel à projet et est-ce valable pour tous les sites si une MSP est multisite? En fait, il n'y a pas d'extension, on est encore dans cette notion de réaménagement de l'existant. Donc, en l'occurrence, ce ne sont pas des travaux qu'on va prendre en compte et c'est pas des projets qu'on va prendre en compte. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion de nouvelle offre de soins, enfin entre guillemets nouvelle offre de soins, une capacité supérieure pour accueillir de nouveaux professionnels. Et là, on est dans cette notion de projet tel qu'on l'envisage dans l'appel à projet. Un des critères, on vous l'a pas dit en termes d'indicateurs, par exemple sur le FEDER, c'est le nombre de nouveaux professionnels de santé qui sont inclus dans les projets. C'est-à-dire que la description du projet doit aussi inclure une densification, une amélioration de l'offre de services qui est proposée. Effectivement, du coup, une extension de réputation un peu lourde. Et après, il y a le critère qui a été évoqué tout à l'heure par Alexis, aussi en termes de financement. Donc, pour atteindre 250 000 € de dépenses justifiées, c'est pas un coup de peinture, un petit cloisonnement qui permet d'atteindre cette valeur. Après, je pense que ça peut monter très vite si si c'est une structure qui est multisite. Mais voilà, il y a cette notion donc d'indicateur qu'on n'a pas précisé parce que bon, c'est déjà compliqué. Mais la Commission européenne incite pas fortement, impose des critères qu'on se doit, nous, d'appliquer. Et en l'occurrence, cette notion de nouveaux professionnels de santé nous permet de répondre aux objectifs fixés par l'Europe, qu'on répercute sur nos appels à projets. Et du coup, dans le cadre d'un projet multisite, est-ce qu'on va pouvoir financer tous les sites s'il y a des projets sur tous les sites, des projets de réhabilitation sur tous les sites, ou est-ce qu'on va se concentrer sur la maison mère ou toutes les antennes? Alors là, on l'a pas indiqué précisément parce qu'il y a beaucoup de formes de structures d'exercice coordonnées. Quand on aura connaissance du projet, on pourra identifier parce que ça peut être plusieurs cabinets. C'est pas ce qu'on entend nous dans structure d'exercice coordonné. Donc s'il y a effectivement une maison mère qui permet justement d'appréhender cette notion de multiplicité de professions dans un même site, on choisira ce site principalement, plutôt que plusieurs cabinets médicaux qui en fait constitueraient une structure d'exercice coordonné. Alors là, on a une question qui concerne l'achat d'un bâtiment en amont. Alors, est-ce que l'achat du bâtiment doit s'effectuer donc avant le dépôt de candidature? Donc si c'est le cas, ce dernier pourra-t-il tout de même être intégré dans le plan de financement, donc si l'achat du bâtiment s'est fait avant le dépôt de la candidature, et donc dans la demande de subvention FEDER? C'est la notion de la rétroactivité. Si vous avez déjà acquis ce bâtiment, on va pouvoir l'intégrer. Par contre, il y a une notion calendaire pour la question de la rétroactivité. Et sachez que pour toute acquisition, en fait, la dépense subventionnable est plafonnée à 15%, je crois. Je vérifie. Non, on est bien à 15% maximum pour les acquisitions foncières ou immobilières. Il y a 10% pour les VRD. Et 10%... En fait, il y a 10% pour l'acquisition pour les foncière friches. immobilière et c'est Ouais. 15% quand ça intervient, quand l'acquisition immobilière intervient dans le cadre d'une friche délaissée Voilà. ou d'espace délaissé. Voilà, 10% dans les conditions, on va dire, classiques et 15% quand on est sur une friche.
Alors, une question, est-ce qu'on peut cumuler l'aide sur le FEDER et l'aide sur le dispositif de droit commun, donc en faveur du soutien des MSP? En l'occurrence, non, on favorisera pas ce type de pratique. Quand vous serez éligible aux fonds européens, vous ne serez pas éligible au droit commun. Et on instruira en priorité vos dossiers dans le cadre des fonds européens, puisqu'on a une enveloppe en droit commun qui est extrêmement contrainte et qui permet de financer d'autres territoires qui sont également dans des situations et des problématiques de tension de professionnels de santé. On notera aussi que le FEDER, globalement, propose un accompagnement financier qui est plus avantageux que le droit commun, notamment avec il n'y a pas de plafond en termes d'intervention et les taux d'accompagnement sont plus intéressants. Donc on vous encourage, lorsque vous êtes éligible, à privilégier du coup une demande dans le cadre du FEDER. Dans tous les cas, sachez que la question de l'instruction n'est pas différente qu'on soit sur du droit commun ou des fonds européens. Mais il est bien évidemment plus avantageux de candidater à cet appel à projet. Si vous cumulez, si vous êtes sur une zone rurale identifiée et en tension. Alors donc, excusez-moi, la création d'une MSP éclatée, multisite, est-elle éligible à cet appel à projet? Oui, comme cela a été précisé précédemment. Alors, dans le cadre de notre projet, le bâtiment choisi pour construire notre maison de santé étant d'une superficie importante, est-ce qu'il est préférable pour notre demande de fonds FEDER d'utiliser l'intégralité de la surface, donc au risque d'avoir des bureaux vides, donc j'imagine de projeter des futures installations, si je comprends bien, ou est-il préférable de conserver de la réserve foncière? En fait, c'est compliqué parce que c'est un investissement que vous faites sur plusieurs années. Tout dépend aussi du nombre de professionnels dont vous disposez aujourd'hui et des perspectives. Ce qu'on remarque, nous, parce que bon, ça fait plusieurs années qu'on accompagne ce type de projet, droit commun notamment, on sait que des structures reviennent nous voir parce qu'elles ont des problématiques en termes de capacité. Il y a la question aussi du logement qui est important parce que je sais que vos structures elles favorisent l'accueil de stagiaires pour plus tard accueillir peut-être ces professionnels de santé, faire découvrir l'exercice sur vos territoires et il est important que vous qu'ils puissent travailler à vos côtés. Donc c'est vraiment vous qui allez devoir jauger par rapport à l'investissement que vous pouvez porter. Mais il est préférable quand même de garder une certaine capacité pour pouvoir accueillir d'autres professionnels ou prévoir cette question de logement, professionnel ou stagiaire, bien évidemment, ou remplaçant. Voilà. C'est la question de la juste ambition, d'essayer de trouver le bon curseur, parce que si vous êtes sous-dimensionné ou surdimensionné, vous êtes dans une problématique. Surdimensionné, vous avez effectivement des locaux vides, donc c'est dommage effectivement d'investir et puis d'avoir de l'accompagnement en termes d'aide publique sur des locaux qui sont inoccupés par la suite. A contrario, si vous sous-dimensionnez et que vous avez dans votre projet de santé des perspectives de recrutement de nouveaux professionnels, vous allez être vite contraint et devoir vous repositionner sur un nouveau projet ou une extension future, etc. Donc d'avoir le bon curseur, c'est très tributaire en fait de votre projet à vous et de comment vous voyez les choses. Il ne faut pas le voir de manière court-termiste, mais à moyen terme, en regardant la bonne ambition. Enfin, si vous envisagez d'y accueillir des stagiaires, peut-être 2 cabinets supplémentaires, ça peut être intéressant pour un prochain professionnel et pour la possibilité d'accueillir un autre médecin stagiaire qui va pouvoir lui aussi travailler comme vous sur le site. Alors, on a une question concernant la catégorie 1. Donc pour répondre justement à un projet d'extension de MSP, est-ce que ce projet pourrait permettre d'accueillir un ou plusieurs assistants médicaux, donc même si ce n'est pas considéré du coup comme des professionnels de santé, pour pouvoir justement atteindre ce seuil des 250 000 euros? Oui, complètement. Et donc là, j'ai une dernière question. L'extension du service d'imagerie pour installer une IRM est-elle éligible? Donc l'extension d'un service d'imagerie.
Bah déjà, enfin, je sais pas, un service d'imagerie, est-ce que on parle de pluridisciplinarité? Parce que s'il est question uniquement d'un cabinet, enfin, de radiologie, c'est pas éligible. Donc forcément, l'extension pour y installer ce type d'équipement sera pas éligible. Mais peut-être que on a fait un raccourci par rapport à la question. N'hésitez pas Parce que du coup, à c'est pas compléter oralement. dans quel locaux c'est, dans quel contexte. J'imagine que c'est la catégorie 1 ici qui est concernée. Mais la question telle qu'elle a été posée, voilà, c'est l'extension du service d'imagerie pour l'installation d'une IRM est-elle éligible? Je vous laisse peut-être prendre la parole, Madame Douez-Innov, excusez-moi. Service d'imagerie d'un établissement de santé, catégorie 2. Ok, donc on est sur le caractère innovant. Non, en fait, c'est pas du tout innovant de construire un bâtiment pour y intégrer un équipement d'imagerie. Ça peut pas être le projet. En tout cas. Ça peut pas être le projet. Si vous répondez dans la catégorie 2, on doit vraiment être un caractère innovant en termes médico-social. C'est comme on l'a dit à plusieurs reprises sur voilà, des projets on va dire périphériques, c'est une composante, mais ça peut pas être le cœur du projet en tout cas. Donc là sur le chat on n'a plus de questions, donc n'hésitez pas si il y a des questions qui vous restent en tête, n'hésitez pas à les formuler sur le chat, comme ça on va y répondre. Sinon on va vous diffuser un petit questionnaire de satisfaction, un sondage de satisfaction sur le chat, auquel vous pourrez répondre également. Mais enfin voilà, on vous laisse quand même le temps là de poser vos dernières questions si vous en avez. N'hésitez pas, levez la main et ouvrez vos micros pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre. T'as l'enquête de satisfaction qui a été mise en ligne. Okay. Ah, tu le vois. Ah, c'était mis en ligne. Tu le vois pas? Parce que c'est affiché. Sur le chat. Sur le chat. Donc, visiblement, l'enquête de satisfaction a été publiée, donc n'hésitez pas à y répondre si vous n'avez pas d'autres questions qui concernent l'appel à projet. Ah si. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement possible pour nous aider à monter le dossier de candidature? Ah, bien sûr. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, Alexis Ferreira, qui est présent aujourd'hui, pourra vous accompagner. Donc que ce soit sur la compréhension de cet appel à projet ou pour le montage de votre projet. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche donc devant vous, europe-desan@france.fr. Vous pouvez directement écrire sur cette adresse mail justement pour poser vos questions et bénéficier d'un accompagnement si nécessaire. Pour l'écriture du projet dans la phase de sélection, bien évidemment, il faut écrire le projet le plus abouti possible, mais on n'a pas besoin à ce stade-là d'avoir des choses complètement ficelées. Il ne faut pas non plus vous bloquer parce que vous n'avez pas passé un marché, des choses comme ça. Ça viendra dans la deuxième phase d'étude d'éligibilité. Bien vous gardez en tête le fait que c'est le 4 avril 2025, donc ça va aller relativement vite, c'est dans un peu plus de 2 mois, qu'il faut du coup clôturer cette première demande, qui est plutôt effectivement sur le périmètre global du projet que vous voulez mettre en place, avec l'ensemble des pièces qui ont été rappelées tout à l'heure par Alexis. Voilà, mais on n'est pas sur nécessairement un projet abouti complètement à ce stade, puisqu'il y aura une deuxième phase qui va prendre encore plusieurs mois par la suite, pour pouvoir préciser un peu l'objet qui sera mis en place. Et n'hésitez pas aussi, Nadia l'a rappelé précédemment, à relayer. On va vous envoyer tous les documents, donc les supports, les liens vers l'appel à projet, et puis toute la liste effectivement des documents ressources qui vous permet, dans un premier temps, faites le bien pour le vérifier, parce que ça ne sert à rien de vous lancer, de tester d'abord votre éligibilité avec le petit support qui a été présenté, et ensuite de relayer dans vos propres réseaux, soit vos réseaux professionnels, soit si vous êtes une tête de réseau, comme ça a été rappelé, de le rediffuser auprès des acteurs, voilà, des professionnels de santé ou du domaine médico-social, pour que cette information, voilà, là on était une grosse soixantaine, je pense, de participants ce matin, pour que ça soit rediffusé plus largement et que tout le monde puisse bénéficier du même niveau d'information. Dans tous les cas, nous, dès qu'on aura l'occasion de représenter cet appel à projet, on le fera. Donc, au congrès de maires, enfin, dans des endroits où on sait qu'on va avoir un public potentiellement éligible à ce type de projet.
Alors, il y a deux autres questions qui ont été posées. Combien de temps maximum peut-il s'écouler entre donc, la sélection et l'attestation d'engagement? Du coup, la sélection, donc là c'est avril, il y aura une période de sélection. Vous serez, si vous êtes sélectionné, notifié courant été 2025, après ce qu'on appelle le comité unique de programmation. Et après cette décision, vous avez voilà, le courrier qui vous est envoyé juste après la décision officielle du CUP. Alors, sachant que ça c'est la phase de sélection, la sélection juge vraiment l'opportunité, est-ce que vous répondez au cahier des charges de l'appel à projet, est-ce que votre projet est pertinent par rapport effectivement à la question territoriale, et dans un deuxième temps, il y a une étude d'éligibilité qui va rentrer dans l'analyse un peu plus fine, etc. Parce que là, vous parlez d'engagement qui nécessite un contrôle notamment du budget, des pièces de marché, etc. si vous êtes soumis à un marché public, et qui permet ensuite voilà, d'avoir l'autorisation des financements européens FEDER, et donc de pouvoir, enfin vous pouvez engager avant, parce que le FEDER est aussi rétroactif. Par contre, ça, à partir du moment où on prendra cette décision après étude d'éligibilité, que vous aurez la garantie d'un financement et la précision du montant de financement FEDER qui sera octroyé. Alexis, entre le CUP de sélection et le dépôt du dossier de demande de subvention, c'est un délai de combien de temps? C'est variable. C'est variable, après c'est très rapide. Là pour le premier, il y a eu le CUP, c'était le 27 juin et les courriers sont partis le début août. Et donc, on a demandé en fait un retour des dossiers de demande de subvention complet pour le 1er octobre. Alors, on a décalé. Et qu'on a décalé parce que des opérateurs avaient eu des difficultés, notamment en ce qui concerne la commande publique. C'est ça, pour le marché. Là, comme on est dans un second appel à projet, je ne garantis pas qu'on va pouvoir avoir la même facilité à pouvoir prolonger en fait cette phase de dépôt de dossier de subvention complet. Donc, si d'ores et déjà vous avez l'intention de candidater et que vous devez engager une procédure de commande publique, n'hésitez pas à l'engager. Si, bien évidemment, indépendamment de l'octroi d'une subvention européenne, vous souhaitez concrétiser votre projet. Ça dépend vraiment de vous. En fait, ça peut aller très très vite entre la phase de sélection, l'étude d'éligibilité et du coup les engagements si vous êtes prêt, si vous avez déjà effectivement clarifié le périmètre de projet, etc. Et engagé les choses. Comme ça peut prendre plus de temps, si jamais effectivement les procédures ne sont pas du tout lancées ou anticipées et qu'il faut les lancer, et après il y a des délais incompressibles voilà, en fonction de ces différentes procédures. Donc la réponse dépend principalement de vous, et de la maturité du projet à partir du moment où vous êtes prêt à finaliser le dépôt de dossier. Et pour être complet par rapport à cette question-là, l'envers du décor qu'on vous montre pas, c'est qu'on a aussi, nous, des objectifs par rapport à la Commission européenne en termes de programmation et de consommation des crédits. Donc, on ne pourra pas attendre la fin du programme européen pour acquitter les dépenses sur les projets qu'on aura sélectionnés et qu'on aura programmés. Donc, à l'issue de la programmation, on va enchaîner sur la remontée de dépenses pour pouvoir consommer et pas se mettre sous le coup du dégagement d'office. Ça voudrait dire que on a identifié des crédits, on a un budget qu'on ne va pas pouvoir consommer dans les temps et ce qui aura pour effet de diminuer potentiellement les montants que pourrait envisager la région, donc dans son ensemble, en termes de soutien financier pour des projets futurs. Donc c'est vraiment important pour nous, dès lors que vos projets sont sélectionnés, que vous nous transmettiez les dossiers de demande de subvention pour qu'on puisse les programmer le plus rapidement possible. Et quand on parle donc d'été à l'été 2025, est-ce que c'est plutôt début d'été, juin ou septembre? En 2024, c'était le 27 juin, par exemple. Voilà, titre d'exemple, donc c'est plutôt juin, a priori. Alors, où est-ce que vous pouvez prendre connaissance des projets qui ont déjà été accompagnés au titre de cet appel à projet, donc sur la première édition? Il y a une décision du comité unique de programmation. À la demande, on peut vous transmettre ces éléments.
Il n'y a rien de secret là-dessus, puisque il y a une grille, il y a une notation, enfin il y a un comité de sélection qui est composé d'acteurs de différents horizons. Il y a une grille de sélection sur laquelle on se base et il y a une déclaration donc des candidats lauréats à un comité unique de programmation qui aussi est composé de différents partenaires de différents horizons et les décisions sont complètement publiques. Voilà, ben, on n'a plus d'autres questions sur le chat pour l'instant. Donc je vous remercie tout du moins pour les questions que vous avez posées sur le chat. S'il n'y en a pas de nouvelles. Si vous en avez aussi de manière différée, voilà, qui vont venir peut-être après à la lecture détaillée du cahier des charges, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. Voilà, parce que des fois, spontanément, lors de la présentation, on ne pense pas à quelque chose et ça peut venir par la suite. Et donc oui, le support de présentation sera envoyé par la suite. Le support de présentation, les différents liens là, qui sont ici, les différents documents, tout vous sera envoyé. Très bien. Ben, moi, j'ai plus de questions. Bon, Ben écoutez, si vous n'avez plus de questions, ben, je vous propose de clore ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et comme l'ont précisé mes collègues, n'hésitez pas à nous contacter via europe-descend@hautefrance.fr et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et si d'aventure, bah voilà, vous êtes sélectionné dans le cadre de cet appel à projet, on sera également présent pour vous accompagner durant toutes les étapes qui vous permettront à l'issue d'obtenir les financements européens pour lesquels vous allez candidater. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.